Voilà, c'est parti. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce salon infini pour cette nouvelle conférence consacrée à l'accompagnement et la pérennisation donc de mon activité. Quelle solution à ma disposition? Voilà, au cœur de cet Accor Hôtel Arena, donc pour cette 7e édition de Big organisée par BPI France. Et c'est évidemment une pierre d'angle, un socle dans la vie d'une entreprise, l'accompagnement de la création, du tout début de l'entreprise, la reprise d'entreprise aussi, parce que n'oublions pas ça aussi, bien entendu. Tout au long de l'activité, il est important évidemment de vous faire accompagner, bien entendu, pour pérenniser votre activité. Il existe une palette extrêmement large avec des acteurs extrêmement nombreux et vous verrez d'ailleurs dans un instant que vous n'êtes pas seul, quelque part, que l'union fait la force. On va en parler, bien entendu, et merci de nous suivre, alors que ce soit en physique, dans cette salle, et puis à distance pour ceux et celles qui nous regardent, bien entendu, qui se sont inscrits donc avec la retransmission. Et puis vous pourrez revoir évidemment le replay sur le site de Big, bien entendu, avec les conseils qui vont vous être donnés donc pendant 3 quarts d'heure par à la fois Adrien Gauthier qui est avec nous, responsable du pôle communication de l'URSSAF. Bonjour Adrien. Bonjour. Soyez le bienvenu. Thierry Mercier est également avec nous, directeur marketing de Clésia. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. À ses côtés, il y a David Fouet. Bonjour David. Bonjour. Responsable du dispositif des correspondants TPE-PME à la Banque de France. Et puis Marion Couffignal, maître Couffignal. Bonjour Marion. Bonjour. Présidente de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. Vous êtes vous-même avocate au barreau de Paris. J'en profite de vous avoir, puisque vous êtes des observateurs évidemment de la vie économique. Un petit mot de conjoncture. Tiens, David, l'homme de la Banque de France. En cette fin d'année, voilà, on est le 7 octobre 21. Comment se portent les entreprises dans ce début de sortie de crise? En tout cas, voilà, on se revoit, c'est ça qui est bien, formidable. Allez-y David. Ce qu'on observe à la Banque de France, tous les mois, on fait une enquête de conjoncture auprès de 8500 dirigeants. Et donc ce qu'on a noté en septembre, c'est des tensions sur l'approvisionnement, donc sur les matières premières, tant pour obtenir donc ces matières ou sur les coûts. Et aussi une tension sur le marché du travail. Donc effectivement, pour avoir des ressources pour cette relance qui est présente, mais ces deux facteurs sont des éléments importants dans cette relance. Qu'il faut prendre en compte, en effet, la difficulté de recruter, de trouver des collaborateurs, et puis la difficulté de trouver des matières premières, d'où l'enchérissement, évidemment, et puis les longs délais d'attente, évidemment. Marion Couffignal, vous avez le sourire, c'est un rapport justement avec ce retour de la croissance ? Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'effectivement, il y a des petits grains de sable qui viennent poser quelques difficultés. Mais malgré tout, on sent un vrai optimisme dans cette relance. Les chiffres sont bons, vous les avez tous lus. On constate beaucoup moins de défaillances d'entreprises qu'en temps normal, ce qui prouve que les aides de l'État ont vraiment joué leur rôle à 100%. Et donc, je pense que c'est ce qui permet aux entrepreneurs aujourd'hui de se focaliser sur l'après, sur leur envie d'entreprendre et vraiment d'être acteurs de cette relance. Et vous-même, d'ailleurs, les avocats, vous y participez, vous y contribuez, vous qui accompagnez les entreprises, justement, pour accompagner cette relance qui revient. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est parmi vous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est signataire du plan de relance du ministère de l'économie et des finances. On a aussi lancé une grande campagne de communication qui indique que pour être unique, il faut être deux et se faire accompagner. Et on est très mobilisés aux côtés des entrepreneurs. On en reparlera sur ce que vous faites justement. Toujours un mot de conjoncture, s'il vous plaît. Donc Adrien Gauthier au nom de l'URSSAF. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous savez qu'à l'URSSAF, on est un peu les vigies de la situation économique. Tous les mois, à travers les déclarations sociales nominatives, on a ces données, on constate sur l'évolution de l'emploi, les chiffres ils sont bons. Si on fait un comparatif par rapport à l'année dernière et sur la situation août, on a plus de 11% d'embauches de plus d'un mois. Même chose par rapport à février 2021, on est également sur des chiffres qui sont très bons. Bien évidemment, c'est pas dû au hasard. Toutes les mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, au premier rang du l'URSSAF, à travers des reports de cotisations qui ont été mis en place dès le début de la crise, qui ont perduré, qui se sont adaptés au fil des mois. On a la chance de pouvoir, depuis la rentrée, commencer à arrêter ces reports, puisque justement la situation économique va mieux. Et puis sur toutes les mesures qui sont mises en place, donc les aides, les exonérations également partielles de cotisations patronales et salariales, de façon à ce que les entreprises puissent redémarrer. Donc
on est quand même plutôt confiant. Alors forcément, il y a toujours un petit peu des incertitudes dans cette fin de crise. Et nous aussi, on s'inscrit vraiment dans ce plan de relance porté par les pouvoirs publics. Mais on est sur un bon mouvement. Voilà, en tout cas, on voit le monde qu'il y a à Big. Hein, c'est grouille de monde, c'est formidable. Tout le monde a le sourire. Est-ce que tout le monde a le sourire dans les entreprises? Tiens, vous, l'homme justement de la protection sociale, Clésia, Thierry Mercier, comment ça se passe dans les entreprises? Alors côté assurance, nous de toute façon on est là pour couvrir les entreprises. Elles ont des obligations de couverture en matière de protection sociale, donc ça ne change pas. Ce sont des obligations conventionnelles qui est d'équiper les salariés en mutuelle, en prévoyance. La chose qui a vraiment changé suite à la crise, c'est surtout la notion de bien-être. Voilà. C'est devenu une préoccupation majeure pour 95% des dirigeants par rapport à d'autres sujets. Et donc les salariés, comment ils se portent en ce moment dans ce contexte de début de reprise? Alors justement, on a fait un baromètre où on a posé exactement la même question, la perception du bien-être vue par le dirigeant et vue par le salarié. Ils sont 98% des dirigeants à dire que globalement le climat est bon, alors que cette même question posée directement aux salariés passe à 74%. Donc nous, en tant qu'assureur d'intérêt général, bien évidemment, on continue à vendre de l'assurance, mais on est là aussi pour les accompagner, pour améliorer le bien-être. Vous nous direz justement comment vous accompagnez ceux et celles qui vont peut-être justement créer une entreprise, reprendre une entreprise. Hein, on les voit dans cette salle peut-être. C'est le bon moment, en effet, peut-être, dans ce contexte de reprise. Alors, David Fouet, justement, la Banque de France. Alors, vous êtes responsable du dispositif des correspondants TPE, PME. On parle de correspondants. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Que font-ils? Racontez-nous. Alors, combien sont-ils? Ils sont 102 sur tout le territoire, donc métropole et outre-mer. Donc un par département, donc. Un par département. Que font-ils? Alors, ils sont là pour écouter, répondre aux besoins du dirigeant et l'orienter vers l'organisme, le professionnel qui va avoir la meilleure solution à sa problématique. Et puis, alors on a vu combien ils étaient, ce qu'ils font. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette offre des correspondants TPE, PME de la Banque de France est dans une boîte à outils d'accompagnement. Donc on a aussi des correspondants start-up, on a aussi la médiation du crédit, on a aussi l'éducation financière des dirigeants. Donc ça fait une boîte à outils d'accompagnement que la Banque de France propose aux différents dirigeants. Alors, je suis patron de PME ou futur patron de PME. J'ai besoin de recevoir vos conseils, votre accompagnement. Déjà, où je vous trouve? Parce que la Banque de France, je sais trouver des agences locales, des banques de détail. La Banque de France, c'est facile ou pas d'aller voir? On pourra regarder l'accès à tous ces services de façon indépendante. Par exemple, le correspondant TPE-PME, c'est un numéro vert. 08 800 08 32 08. On tape le numéro de son département. 08 800 32 08. Voilà. 08 32 08. Et on tape le numéro de son département. On est directement mis en relation avec le correspondant de façon incarnée. C'est vraiment le professionnel de terrain qui vous répond et qui est sur votre territoire. C'est-à-dire, vous apportez une solution locale. Locale, oui. C'est pas un centre décentralisé, je ne sais pas où, en Tunisie, au Maroc ou je ne sais où, non, etc. C'est quelqu'un qui va répondre dans la Meuse ou dans les Pyrénées-Atlantiques si on a besoin de vous dans ces deux départements. Et aussi dans les dom-toms. J'entends bien, je ne veux pas faire la liste des 102, bien sûr. Ça va nous emmener un petit peu loin nécessairement. Alors, je vous appelle, qu'est-ce que vous me proposez? Quel est le type d'accompagnement que vous pouvez me proposer? Alors, dans un premier temps, on écoute. C'est vraiment d'écouter le dirigeant parce que il va nous expliquer son problème ou là où il cherche des informations. On va aussi le questionner pour comprendre son besoin. Et puis dans le 2/3 des cas, nous sommes appelés sur des questions liées au financement. Ça, c'est vraiment l'image de la Banque de France. Parce que quel type de problème vous gérez? Par rapport, j'allais dire, une banque, un réseau de banques. Finalement, je veux créer mon entreprise, je vais aller voir l'une ou l'autre de ces enseignes, que je ne vais pas citer, bien entendu. Comment vous distinguez, vous, Banque de France? Alors, nous, ce qu'on se distingue, c'est que, par exemple, on ne va pas proposer le financement, mais on va pouvoir donner les contacts pour que le chef d'entreprise se fasse financer. Mais c'est aussi des questions qui peuvent être juridiques, donc on oriente vers le Conseil national des barreaux. Ça peut être des questions sur le chiffre, donc là, ça va être plus les experts comptables ou commissaires aux comptes. Alors, ça peut être des questions liées au bien-être du dirigeant. Donc on a un partenariat aussi avec APESA. En tout, on a aujourd'hui 40 partenariats. Et quelle que soit la problématique, on est capable d'orienter vers le meilleur professionnel ou de traiter nous-mêmes aussi la question. Si c'est un problème de financement, on va orienter vers la médiation du crédit qui est faite par la Banque de France. Oui, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, l'union fait la force quelque part.
personne ne reste jamais seul. C'est-à-dire vous avez agrégé autour de vous toutes sortes de correspondants qui vont des avocats aux experts comptables en passant par des réseaux bancaires. C'est ça, il y a une sorte d'écosystème autour de la Banque de France. C'est un vrai écosystème et l'intérêt de cet écosystème, c'est un écosystème avec une connaissance du territoire. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment local. Donc ça va être d'experts qui va pouvoir répondre à côté du dirigeant et non pas une plateforme distante. Et vous vous adressez à quel type d'entreprise alors ? Alors, à la création en 2016 de ce dispositif, on s'adressait aux TPE. En 2019, on a ouvert le dispositif face à la demande aux TPE et PME. Et puis en avril 2020, avec la crise, aujourd'hui, on s'adresse à toutes les entreprises, tous les dirigeants d'entreprises. On a été fortement sollicité en 2020, notamment pour des questions liées au PGE, financement, mais aussi à l'arrêt de l'activité, des choses assez simples, mais par exemple des plans de trésorerie par rapport à cette réduction d'activité liée à la crise. Et vous avez suivi, accompagné combien de dossiers donc l'an dernier ou cette année ? En 2020, c'est plus de 12 000 dirigeants accompagnés. 12 000 l'an dernier, oui. Et cette année, on est à 5 000. Oui, et puis l'année n'est pas terminée. Terminé. Voilà, vous apportez aussi de l'information aussi, en plus des solutions à des problèmes aussi. Vous avez ouvert un site. Ah oui, alors ça c'est dans l'éducation financière des entrepreneurs. Il y a un site qui s'appelle Mes questions d'entrepreneurs. Et donc là, si vous avez des questions liées, par exemple, à la création d'entreprise, à l'assurance obligatoire, à toutes les questions qui peuvent se poser, c'est un portail, mesquestionsdentrepreneurs.fr, et qui va vous proposer des contenus donc, qui sont certifiés quelque part par la Banque de France et qui sont à disposition. Gratuitement. Gratuitement. Alors, c'est le cas de tous les accompagnements que j'ai cités. Ils sont toujours gratuits et confidentiels. C'est vraiment le propre de nos accompagnements. Marion Couffignal, également, voilà, vous avez été cité, en tout cas le Conseil national des barreaux que vous représentez ici, puisque vous faites partie de l'écosystème Banque de France. Alors vous, les avocats, on peut dire que vous êtes sur tous les fronts. Hein. Vous êtes au début sur la création, sur la reprise, sur la vie de l'entreprise, la fin de l'entreprise aussi, malheureusement. Les avocats sont tout terrain, donc justement pour accompagner les entreprises, les chefs d'entreprise. Oui, c'est très important de le dire. On est là pour répondre à absolument tous les besoins de droit de l'entreprise et pas seulement pour des besoins curatifs. C'est pas quand on a un problème qu'il faut aller voir un avocat, parce que investir sur sa sécurité juridique, c'est investir sur son entreprise, sur soi-même, c'est créer de la valeur. Et donc, se faire accompagner dès le départ, c'est vraiment ce qui permet de générer de la confiance vis-à-vis des partenaires commerciaux, vis-à-vis des investisseurs, de sa banque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dire, voilà, je suis accompagné par un avocat et le banquier, quelque part, il est rassuré. Il sera plus enclin à regarder le dossier. En tout cas, il sera moins méfiant. Ah oui, tout à fait, on le sait. Par exemple, des statuts qui sont correctement rédigés et qui n'ont pas été trouvés sur Internet et adaptés n'importe comment parce que vous ne savez pas faire, et c'est normal, hein, c'est une compétence particulière, c'est quelque chose qui donne plus facilement envie aux banquiers d'accorder un prêt. Et je disais, dans la vie d'une entreprise aussi, et vous-même, personnellement, vous êtes spécialiste, par exemple, de propriété intellectuelle, voilà, c'est vrai que quand on se lance dans une affaire, il faut aussi protéger son savoir-faire. Donc c'est pour dire que l'avocat, il est là tout le temps. Il n'est pas juste là au début et puis éventuellement pour solder les comptes à la fin. Voilà, vous accompagnez. Exactement, sécuriser ses innovations ou son savoir-faire, c'est quelque chose qui est très important et qui doit absolument s'anticiper. Je prends l'exemple d'une entreprise innovante qui va inventer quelque chose qui pourrait être l'objet d'un brevet. Si elle n'a pas elle-même anticipé et conservé de façon très confidentielle en fait, ses travaux de recherche et de développement, il se peut qu'elle se rende compte a posteriori qu'elle ne peut plus breveter son invention. Donc vraiment, ce sont des démarches à mettre en œuvre en amont parce que c'est ce qui va vous permettre de conserver votre avance sur un marché. Oui, là aussi, l'avocat il peut intervenir aussi dans les relations entre fournisseurs. Ce matin, j'animais aussi une conférence très intéressante sur le e-commerce, justement. Et on a vu, voilà, c'est bien de se lancer dans le e-commerce, bien entendu. C'est pas que c'est bien, c'est que c'est nécessaire, c'est obligatoire, mais... Évidemment, faut se protéger, il faut savoir constituer un site, il faut pouvoir répondre aux questions des clients. Et ça aussi, les questions juridiques, elles ne s'improvisent pas. Ce sont des choses très simples et on a tendance à croire qu'on exerce une activité traditionnelle, qu'on n'est pas forcément concerné par le besoin de droit. Et en réalité, c'est tous les corps de métier,
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur catégorie, qui ont affaire à des questions juridiques. Quand vous basculez votre activité en ligne, notamment en raison de la crise Covid, alors que vous avez un commerce très traditionnel, vous créez un e-shop. Bon, un e-shop, en réalité, ce sont des règles de droit de la consommation particulières qui sont applicables. Et donc, avoir un audit de son parcours marchand, ça peut paraître très idiot, mais en réalité, c'est quelque chose de nécessaire. Ça vous permet d'avoir des relations avec vos clients qui sont sécurisées, de limiter votre risque après réputationnel, mais aussi financier, si vous avez des contentieux plus tard. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et a fortiori, quand on va à l'international, quand les lois changent, etc., évidemment, on n'est pas au courant de ce qui se passe au Monténégro, en Uruguay ou je ne sais où, évidemment. Donc là aussi, il faut recourir à un professionnel du droit. Vous nous disiez un instant, Marion, que voilà, vous êtes pas uniquement dans le curatif, mais aussi beaucoup dans le préventif, et vous nous l'avez expliqué. Malgré tout, quand même, quand l'entreprise, elle ne va pas bien, parce que voilà, la vie d'un chef d'entreprise, elle est faite de haut, de bas. Est-ce qu'on doit venir vous voir ? Oui, absolument. Déjà, je pense que collectivement, on devrait tous s'atteler à travailler sur cette culture de l'échec qu'on a en France, qui est peut-être très limitante. Bien sûr. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument que les chefs d'entreprise dépassent la honte de l'échec. C'est primordial. Parce que c'est ce qui va leur permettre d'oser se faire accompagner et donc de limiter la casse, déjà, d'une première manière. Et puis, il faut absolument avoir conscience que prendre le problème dès qu'il se manifeste, c'est s'offrir la possibilité de trouver des solutions rapides, efficaces. Il y a des dispositifs qui sont mis en place. Et il ne faut pas hésiter à aller voir un avocat parce qu'on est tenu au secret professionnel qui est absolu. C'est ce que je vais vous dire. Il y a l'aspect psychologique. On va se dire, bon, je vais raconter mon affaire à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Bon, non, vous dites, allez-y. On va évidemment vous protéger tout ça. On le sait, ça fait peur et c'est normal. On se dit qu'une entreprise qui va pas bien, ce sont des fournisseurs qui se retirent, c'est des crédits que l'on perd. C'est un effet boule de neige en fait de difficulté si jamais ça se sait. Il y a un vrai problème de réputation. L'avantage de l'avocat, c'est qu'il est tenu par un secret professionnel qui est absolu. Si vous allez vous ouvrir de vos difficultés, ça ne peut pas sortir. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter, puisqu'il y a beaucoup de choses et de procédures à mettre en place très en amont qui vont vous permettre de donner des appels d'air à l'entreprise. Vraiment, n'attendez pas d'être dans le mur et d'y laisser votre patrimoine. C'est vraiment dommage alors qu'on a des solutions. Ouais, vous nous dites qu'il n'y a pas de honte de connaître des difficultés. Voilà, il n'y a pas non plus d'hésitation, de timidité à aller pousser la porte d'un cabinet d'avocat. On choisit quel avocat ? On le trouve où, cet avocat ? Est-ce que c'est grand, une ville ? Il y a plein d'avocats de spécialités différentes. Je m'adresse à qui ? Alors des avocats, il y en a partout en France. Oui. On a un maillage territorial très très resserré dans tous les domaines de compétences. Et si vous voulez en trouver un facilement, il y a la plateforme du Conseil national des barreaux qui s'appelle avocat.fr, où vous avez un champ de requêtes multicritères qui vous permet de rechercher un avocat dans le lieu que vous voulez, dans le domaine de compétences que vous voulez. Vous pouvez directement prendre rendez-vous avec lui sur cette plateforme. Il est possible d'avoir des rendez-vous en visioconférence, par téléphone ou à son cabinet, évidemment. Tout ça est très simple et l'information est directement accessible sur avocat.fr. Il y a 70 000 avocats en France, je crois, de mémoire, c'est ça ? C'est ça, un peu plus même. Ouais. Un peu plus, ouais. Je crois que vous avez mis aussi en place l'autodiagnostic à distance, hein, c'est ça ? Comment ça fonctionne, justement ? Là, on n'est pas obligé de venir vous voir, on se confie sur Internet, façon de parler, évidemment. Alors, on ne se confie pas, c'est presque quelque chose qui relève du test de l'été dans les magazines. C'est quelque chose qu'on a mis en place donc, sur le site du Conseil national des barreaux. C'est une liste de questions auxquelles les entrepreneurs peuvent répondre et qui leur permet, au moyen d'un score, de déterminer quels sont leurs points de vigilance en termes de besoins de droit sur différents sujets, que ce soit au niveau du droit du travail, du droit de la consommation, des contrats. Et, ça permet de quoi ? De faire un peu auditer son parcours ? Exactement, ça permet soi-même, en fonction de son score, une fois qu'on a répondu aux questions, de voir quels sujets sont à creuser et éventuellement de se faire accompagner si besoin. Bon, c'est très bien, comme les tests de l'été, quoi. Bon, voilà, exactement, c'est un peu ludique aussi. J'espère que c'est un petit peu plus sérieux que les tests de l'été, non ? Tout à fait. N'est-ce pas ? Voilà. Juste, vous faisiez allusion tout à l'heure en préambule, vous étiez devenu partenaire du plan d'action de sortie de crise donc établi par le ministère de l'économie. En quoi ça consiste au niveau des avocats du Conseil national des barreaux ? En quoi vous êtes partie prenante ?
Alors, on est partie prenante à 2 égards. On participe à tous les comités départementaux de sortie de crise qui permettent vraiment de rassembler l'écosystème entreprise qui aide à la relance. Donc ça, c'est au niveau local, ça permet de relayer des initiatives et c'est vraiment quelque chose de très important. Mais aussi, on a développé un outil, enfin, on est en train de développer, il sera très rapidement accessible, un outil encore d'autodiagnostic en ligne, mais cette fois pour anticiper les difficultés financières de l'entreprise. C'est-à-dire vraiment se prémunir et s'autodiagnostiquer pour se prémunir contre les états de cessation des paiements, ce genre de choses. C'est un audit vraiment destiné à prévenir les difficultés. On va passer donc à Thierry Mercier, donc directeur marketing de Clésia. Quand on est comme vous, donc un groupe paritaire de protection sociale, là aussi la palette, elle est large, hein. On l'a vu tout à l'heure avec David, on l'a vu tout de suite avec Marion, parce qu'elle est large pour un dirigeant d'entreprise qui va devoir accompagner à la fois lui-même, accessoirement, ses salariés, la famille de ses salariés, les retraités également de son groupe, et tout ça à chaque étape importante de la vie. Et la notion d'accompagnement, là, elle est fondamentale. Là, on est vraiment dans un domaine très humain. Alors, c'est groupe paritaire à but non lucratif. C'est important de le préciser. C'est qu'à la différence d'une société d'assurance, on ne dégage pas de bénéfices. Les excédents qu'on peut avoir, c'est justement fait pour être réinvesti dans des programmes de prévention des salariés. C'est important de le préciser, c'est pour montrer que bien évidemment, ça nous aide à vendre. Et on s'en cache pas, mais c'est aussi parce qu'on est assureur d'intérêt général et c'est dans notre ADN. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. C'est très bien de le préciser, de le redire un peu pour qu'on vous comprenne mieux. Oui. Voilà, et donc maintenant, si je reprends ma casquette d'assureur traditionnel, effectivement, le dirigeant a des obligations de couverture de protection sociale de ses salariés, notamment ce qu'on appelle le 1,50 cadre. À partir du moment où il y a un cadre dans l'entreprise, il a obligation de le couvrir en prévoyance. Et donc, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'au moment du décès, ça peut lui coûter très cher. Au lieu de 1,50, ça peut lui coûter 3 fois plus cher. Donc voilà, il a certaines obligations et c'est vrai que nos experts sont là aussi pour le sensibiliser à ces obligations légales, mais aussi les obligations conventionnelles. En fonction des secteurs d'activité, les obligations de couverture en matière de mutuelle des salariés ne sont pas les mêmes. Vous avez des minimums de couverture des frais de soins qui ne sont pas les mêmes d'une convention à une autre, d'un secteur d'activité à un autre. Il y a plus de 300 conventions différentes. Il y en a 50 vraiment qui représentent plus de 80% des salariés en France. Et nous, on a cette expertise-là, c'est qu'on est vraiment spécialisé sur l'équipement des salariés au travers du dirigeant. Donc, on le sensibilise à bien regarder, à bien décortiquer sa convention et de regarder s'il y a un minimum de couverture. Vous avez raison, parce que c'est vrai, quand on est chef d'entreprise, on ne connaît pas forcément la convention collective dont on dépend, justement, et a fortiori, évidemment, ce que va prévoir la convention collective du secteur. Et ça, vous pouvez nous accompagner là-dessus. En fait, j'irais même jusqu'à dire que depuis quelques mois, on a un outil où lorsque l'entreprise nous donne son sirène, on tape le sirène et directement, on a une proposition qui est faite avec un minimum de garantie qui correspond aux obligations conventionnelles de l'entreprise. Donc on a une base énorme derrière qui permet au pourcentage près, alors je ne vais pas rentrer dans les tableaux de garantie, mais vous savez que c'est une usine à gaz, ça peut être très compliqué. En optique, il faut être couvert à un certain niveau, en dentaire, etc. Et dans certains cas, ce tableau de garantie minimum est intégré directement dans la convention. Il y a beaucoup de conventions qui ne l'ont pas. La publicité, par exemple, c'est un secteur où chaque dirigeant équipe comme il veut ses salariés. Les experts comptables, c'est pareil. Mais dans le transport, par exemple, ou la pharmacie, il y a un minimum de couverture et on a un outil qui permet de faciliter ça et qui permet de renforcer notre expertise là-dessus. Alors, pour revenir à ma question du départ sur l'accompagnement, donc en effet, vous nous avez dit il y a un besoin légal, en tout cas, un cadre légal dans lequel vous intervenez justement en protection sociale pour les collaborateurs, pour les cadres. Et puis, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une période particulière qu'on a tous vécue, bien sûr. Puisque ça va plus loin, le contexte actuel peut-être conduit à s'intéresser à quoi ? Au bien-être des salariés, les sensibilités des salariés même, je pourrais dire, non ? Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté non lucratif oui. et notre posture d'assureur d'intérêt général. C'est parce qu'on a vu les choses évoluer. On appelle ça maintenant la qualité de vie au travail. C'était un vaste concept il y a 2 ans. Ça s'est vachement renforcé. C'est devenu une urgence. Voilà. La qualité de vie au travail. Et on a fait plusieurs enquêtes qui montrent que même les plus récalcitrants il y a 2 ans, les dirigeants, ce n'était pas une préoccupation pour eux. Là, je vous ai cité un 98%, enfin 95%. C'est pas neutre, c'est les effets de la crise tout simplement.
Et nous, derrière, on essaie de dire, là, on est plus qu'un assureur. Bien évidemment, on va vous donner les garanties minimum en matière de santé parce que c'est dans votre convention, mais on va essayer d'aller plus loin et on va vous apporter tout un pack bien-être en fonction des préoccupations de vos salariés et surtout en fonction du profil de vos salariés. Il peut très bien y avoir, à la connaissance du dirigeant, dans son entreprise, des personnes qui sont aidantes. On sait très bien qu'il y a de plus en plus d'aidants. Il y a 11 millions d'aidants en France. C'est un statut qui est de plus en plus reconnu dans l'entreprise. Les pouvoirs publics font en sorte que justement il y ait des congés pour aider justement à pouvoir souffler et aider l'aider justement. Et bien nous on a aussi des accompagnements complémentaires. Et donc pour pouvoir bien cibler et adapter la politique QVT pour chacune des entreprises. Là, qualité de vie au travail, c'est ça. Voilà, et donc on a un baromètre qualité de vie au travail. Ouais. Là, pareil, qui est en libre accès, je vous invite à y aller. Là, je n'essaie pas de vendre, vous pouvez y aller directement sur clesia.fr, où justement chaque chef d'entreprise, en fonction des thématiques, peut aller auditer le niveau de bien-être de son entreprise et aller cibler si c'est un sujet de stress, de nutrition, de personnes en situation de handicap, des aidants. Et en fonction du bilan qu'il aura à la fin de ce baromètre, il pourra se rapprocher de l'expert de la protection sociale pour dire on a une solution pour vous aider. Oui, parce qu'on a l'impression quand même pour un chef d'entreprise, sa responsabilité, elle est de plus en plus élargie, étendue. Donc il y a le cadre légal du début, maintenant s'occuper de la sensibilité donc, de ses collaborateurs, s'occuper des aidants. Je pourrais rajouter aussi, pêle-mêle, la vaccination, quelque part, organiser ça, par exemple, puisque dans ces besoins de santé donc, très urgents du moment, la politique d'accessibilité des handicapés. Donc, quelque part, un chef d'entreprise, j'ai l'impression que plus sa palette s'élargit, plus il se trouve démuni. Donc peut-être plus il a intérêt, en effet, à se reposer sur les professionnels de la profession, comme on dit. C'est ça, Thierry ? C'est exactement ça. Vous parlez justement du handicap. Pour ceux qui accueillent des personnes en situation de handicap dans leur entreprise, ils ont une obligation de déclaration une fois par an. Et donc, nous, on a une plateforme qui est ouverte pile poil pendant la période. Ils doivent justement faire cette déclaration pour les accompagner. Là, encore une fois, ce n'est pas un service en plus qu'on essaie de vendre, ça fait partie de notre offre. Malgré tout, enfin, on a l'impression que votre palette, votre offre, elle s'élargit de plus en plus. Je ne sais pas, je ne vais pas vous demander, ça fait combien de temps vous êtes chez Clesia, mais vous avez vu comme ça cette évolution, donc cette offre, cette palette d'offres s'élargir depuis 5 ans, 10 ans ? Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'assurance, chez Clesia 4 ans. Ouais. Avant, je vais vulgariser, j'étais qu'un assureur. Maintenant, je suis devenu, je parle au nom de Clesia, un expert de la protection sociale. Ah oui, ça a changé. Et c'est pas un abus de langage. Non, je vois le métier évoluer. Moi, mon rôle personnellement, ces derniers temps, c'est d'accompagner les commerciaux et les faire monter en compétences vers ça, pour qu'ils aient davantage ce rôle de je ne vais pas faire que vous mettre en conformité sur vos obligations de mutuelle et faire en sorte que monsieur et madame Michu soient bien couverts pour l'optique. Je vais aller plus loin, parce que monsieur et madame Michu peuvent aussi être aidants. Et donc, on a aussi... Monsieur et madame Michu peut fumer, voilà. Avoir envie d'arrêter de fumer, peut se sentir un petit peu déprimé, ou enfin en tout cas besoin d'un petit coup de boost, hop, un petit coup de coaching. Enfin, en fait, derrière, c'est pour également renforcer la posture de marque employeur. C'est-à-dire c'est aussi dans l'intérêt du chef d'entreprise. C'est-à-dire que même le chef d'entreprise... Facteur d'attractivité. Exactement. Même celui qui n'y croit pas vraiment, même celui qui n'a pas vraiment été sensibilisé par la crise, il doit en rester sûrement... là, c'est aussi dans son intérêt d'avoir une belle marque employeur, de fidéliser ses collaborateurs. Il y a des, notamment sur le transport, par exemple, la CARCEP, qui fait partie du groupe, est très spécialisée sur le transport. Il y a un gros sujet d'attractivité de la profession. Et donc, ils doivent fidéliser les collaborateurs. Et ça passe aussi par ça. C'est justement être au plus près des préoccupations, parce que vie pro, vie perso, ça commence vraiment à être... Ça doit être pris en considération ensemble. Et c'est très imbriqué, le chef d'entreprise, sans rentrer dans la vie intime des familles, nécessairement, un moment... et ça joue sur la qualité du travail, sur la performance, sur la productivité de la personne et sur l'absentéisme. Alors c'est un gros mot des fois lorsque on est assureur, mais il faut aussi se le dire. Une personne qui est aidante, des fois, elle n'en peut plus, donc elle est obligée de s'arrêter. Donc on est aussi là pour anticiper ça. On fait aussi de la prévention pour limiter l'absentéisme. Bien sûr. Bon, je le disais, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, il y a Clesia, il y a la Banque de France, il y a les avocats, et puis également, voici l'URSSAF. Alors, Adrien Gauthier, vous êtes responsable pôle communication à l'URSSAF. On vous connaissait comme collecteur, on vous connaissait, j'utilise l'imparfait, vous le faites toujours, mais pas que également. Il y a une mission d'accompagnement de plus en plus, là aussi, chez vous, comme chez notre ami de Clesia, Thierry. Oui, elle est essentielle, cette mission d'accompagnement. Enfin, on le voit bien depuis le début de nos interventions respectives.
l'intervention, l'accompagnement du créateur, elle se fait au quotidien. Alors c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément au réflexe URSAF. Alors nous, aujourd'hui, on intervient à 2 niveaux. Il y a un premier niveau, finalement, quand l'entrepreneur il a un projet de création d'entreprise. Bien sûr, il va devoir choisir son régime, son statut fiscal. Et la question va se poser aussi, et c'est là où nous, on intervient sur la protection sociale. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien, vous allez devoir vous constituer votre propre protection sociale. Et là, l'URSSAF, elle est là pour vous accompagner. Alors comment on fait au quotidien ? Eh bien, à travers l'ensemble des partenaires, on participe à des semaines, à des stages dédiés aux créateurs d'entreprises. On est bien évidemment présent sur un ensemble de salons, à Paris, mais également en région, au plus près des territoires. Dans le cadre de la crise également, et avec tout ce qui s'est mis en place sur le distanciel, eh bien, on propose de plus en plus de webconférences avec un certain nombre de replays qui sont disponibles sur tous nos canaux. Je pense notamment au site internet ursaf.fr, mais également à la chaîne YouTube L'Actu des Ursaf, donc, où là, le créateur va pouvoir avoir des conseils personnalisés d'accompagnement dans son projet. Donc ça, c'est vraiment une première étape. On met également à disposition des estimateurs à travers un site qui s'appelle Mon Entreprise, qui va permettre à un créateur d'estimer en fonction des différents statuts, en fonction de son régime fiscal, le montant de ses cotisations, en fonction des activités également qu'il a prévu de réaliser. Donc là aussi, ce sont des outils destinés à faciliter le montage du projet et encore une fois, à mettre en place la protection sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire choisir le montant de ses cotisations, le calcul des cotisations. C'est un élément vraiment important. La protection sociale pour ceux qui créent des entreprises, c'est quoi les questions les plus fréquentes qu'on vous pose à l'URSSAF, Adrien ? Alors, il y en a un certain nombre. Alors souvent, il y a un accompagnement qui est fait, je pense notamment aux tiers de confiance et aux experts comptables, notamment, qui sont très en pointe et qui accompagnent beaucoup les créateurs. Les questions qui se posent souvent, c'est le choix sur la périodicité de paiement des cotisations. Est-ce que je paye mes cotisations mensuellement, au trimestre ? Donc là, ce sont des éléments importants qui doivent être pris en compte dans la réflexion du créateur. De la même manière, sur l'aspect libératoire de l'impôt sur le revenu quand on est auto-entrepreneur, là aussi, ça peut être dans certains cas adapté et pas dans d'autres. Donc tout ça, c'est autant de questions qui sont posées et quand vous, en tant que créateur, vous vous interrogez sur ces questions-là, vous venez voir les experts de l'URSSAF qui sont à votre disposition, c'est autant de petits tracas que vous anticipez et qui garantissent la réussite de votre projet. Comment, vous, l'URSSAF, vous êtes intégré à un écosystème ? Comment est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires, aux côtés d'autres acteurs, comme on a entendu tout à l'heure, David, au nom de la Banque de France, qui justement s'était créé tout un petit réseau autour de lui ? Alors, on a la chance au niveau de l'URSSAF d'être intégrés, d'avoir des organismes régionaux qui sont intégrés sur les territoires et donc qui travaillent au plus près des entreprises. C'est du local également, comme ce que nous disait David Fouet tout à l'heure à la Banque de France. De la même manière, une offre locale. On a la tête de pont, l'URSSAF national, qui est là pour animer le réseau, pour impulser et répondre aux politiques publiques. Et puis, au quotidien, vous avez ces organismes régionaux qui travaillent avec le tissu local, avec les experts comptables, avec les avocats, avec les organismes de protection sociale, de façon à être au plus près des créateurs et de faire en sorte que tous ces acteurs-là puissent accompagner vos projets. Après, on propose aussi nos propres offres. On a notamment, une fois que vous avez basculé dans le projet de création et que vous êtes cette fois-ci avec votre entreprise, on a des offres personnalisées pendant notamment la première année pour vous offrir un accompagnement spécifique, être à votre écoute. Réagir aussi aux petites difficultés. Elles peuvent arriver, c'est normal dans la vie d'une entreprise. Difficultés qu'il faut partager, c'est ce que nous disait tout à l'heure Marion. Évidemment, elle a eu raison d'insister là-dessus. Oui, c'est essentiel parce que moi, je me suis assez reconnu dans ces propos-là. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, on n'a pas trop envie d'en parler, on se dit que ça va s'arranger. Oui, sauf qu'en attendant, les difficultés, elles peuvent grossir. Alors que si vous venez tout de suite nous en parler, on va pouvoir mettre en place bien évidemment des modalités, des reports de cotisation, des aides. Vous allez pouvoir aussi solliciter toute l'action sociale. Je pense notamment au Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants qui va là aussi vous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'aides quand on a affaire à des intempéries, à la maladie notamment. Il y a des dispositifs qui existent et si vous n'en parlez pas, si vous ne sollicitez pas les bons experts, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc vraiment, n'attendez pas. Alors après, c'est vrai que là aussi, il y a les difficultés passagères et puis il y a les difficultés un peu plus structurelles. Et donc là, qui nécessitent de revenir voir un petit peu les partenaires sur la redéfinition du projet parce que parfois, on a fait des erreurs. Et ça, c'est sûr que là, on peut aider au quotidien sur des difficultés passagères. C'est un petit peu différent quand il faut reconcevoir le projet.
Ouais. Je regardais parmi les dizaines de personnes qui nous suivent ici dans ce salon infini de l'Accor Hotel Arena à Big. Il y a beaucoup de jeunes, hein, clairement, la moyenne d'âge est assez jeune. Comment vous accompagnez les startups J'ai le souvenir que vous étiez installé, alors ça m'avait surpris, et puis finalement c'était totalement pertinent, totalement intelligent, vous étiez installé carrément à Station F. Voilà. Et on se dit, mais l'URSSAF, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Station F? Enfin, ça me semblait deux mondes totalement opposés. Et bien finalement, c'était génial, c'était une super idée. Non, c'est un enjeu très très fort. Vous l'avez dit, tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, demain, ils ont leur protection sociale à construire. Et donc, en effet, depuis 2017, ça fait 4 ans maintenant qu'on est sur French Tech. C'est pour le coup à la cité au plus près, là où naissent finalement les startups, là où elles sont incubées, les idées. Et on est là tout simplement pour les accompagner, pour les acculturer finalement à la protection sociale, à leur déclaration sociale, faciliter aussi leur démarche, parce qu'on a bien conscience aussi que parfois c'est un peu complexe et que le monde des startups où ça va vite, où il y a plein d'idées, peut-être que le vieux monde, entre guillemets, de la sécurité sociale n'est pas forcément évident à comprendre. Et donc, on est là, on les accompagne. Ça a été le cas aussi sur les startups qui sont en hyper croissance, les NextGen 40-120, qui, au plus fort de la crise, ont été aussi accompagnés à travers une cellule dédiée par les pouvoirs publics, et on s'est associé à ce dispositif de façon, là encore, à faciliter leur démarche sociale et à voir ce qui était possible de faire à leur côté. Et vous avez l'impression que l'image de l'URSSAF a changé dans le bon sens du terme? On va être clair, l'URSSAF n'a pas toujours eu une bonne image, hein, un peu l'image du flic, du collecteur, le non-herdeur, l'administration, enfin tout ça. Bon, bref, très bien. C'est fini maintenant, l'image. C'est une image bonne. On voit, enfin moi je le vois avec ma propre entreprise pour télécharger des attestations, des choses comme ça. Enfin, il n'y a rien de plus simple. Hein. Rien de plus simple, c'est une administration qui s'est modernisée, qui est aujourd'hui digitale, qui, on l'a vu à travers, on fait des enquêtes d'opinion tous les ans, à travers la crise, a été reconnue sur l'accompagnement, sur l'aide aux entreprises pendant plus de 18 mois qui a été mis en place, et ça c'est assez remarquable. Et puis, on parlait des jeunes, aujourd'hui on a une campagne qui est menée aujourd'hui auprès des jeunes, justement pour les sensibiliser à la protection sociale. Ça se passe en ce moment sur les réseaux sociaux et sur les sites de l'URSSAF. Et donc ça prouve bien ce changement de posture, cette ouverture, justement pour être au plus près des créateurs et faciliter le développement économique et social de notre territoire. l'URSSAF sur Insta, par exemple, je ne sais pas. Allez. Ça ne saurait tarder. C'est pas fait encore. Très bien. Voilà, très bien. Juste un mot aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la création d'entreprise. Est-ce que l'une ou l'autre avait un petit mot à me dire aussi sur la reprise d'entreprise? Parce que là aussi, l'accompagnement, il est nécessaire aussi lorsqu'on reprend une entreprise. Et c'est pas du tout pareil que de créer une entreprise. Là aussi, comment vous intervenez? Vous voulez me dire un petit mot, David Faux, au nom de la Banque de France? Rapide, hein, parce que je voudrais qu'on avance sur d'autres sujets. Oui, alors sur la reprise d'entreprise, il y a une question souvent qui est liée au financement. Et sur cette partie-là, il ne faut pas hésiter à quelque part avoir un business plan solide. Et effectivement, alors je pense que je lis dans les pensées de Marion, et aussi des pactes d'associés, des choses un petit peu écrites et de façon solide aussi, parce que c'est un élément important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, on le voit dans nos études, qui sont avec un âge du dirigeant qui sont avancés et qui ont du mal à retrouver des repreneurs. Et donc nous, on oriente aussi. C'est la grosse problématique en France. Et voilà, il y a des tas de chefs d'entreprise qui malheureusement voient mourir leur boîte parce qu'il n'y a personne pour reprendre, quoi. Alors, c'est pour ça qu'en face, il faut mettre des gens qui reprennent, mais ça ne se fait pas comme ça en claquant les doigts. Et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, Marion, c'est vrai que pour un dossier de reprise d'entreprise aussi, un banquier, il va être content de voir qu'il y a derrière des professions légales qui accompagnent, notamment vous les avocats. Je voudrais qu'on revienne aussi sur un point, c'est l'idée que vous travaillez tous ensemble. Ça, c'est important aussi, ce que vous disiez tout à l'heure. Marion, prenez le micro. Voilà, le voici, celui d'Adrien, justement. Il est nécessaire que vous travaillez tous ensemble et pas du tout comme ça, en silo, bêtement, tout ça. Travaillons en réseau. L'union fait la force, je le disais. Ah oui, bien sûr, c'est essentiel. Pour accompagner une entreprise, quand on est un bon juriste, par exemple, ce qui est indispensable, c'est de connaître son expert comptable. En réalité, on peut difficilement faire autrement. On est souvent amené à être l'interlocuteur de l'URSSAF pour le chef d'entreprise. On connaît aussi les financeurs. On pose aussi souvent les questions de la protection sociale et après, ce sont des tiers qui interviennent pour y répondre. Donc, c'est essentiel d'avoir un écosystème bien construit autour de soi. Et évidemment, on interagit tous au bénéfice et au service des entrepreneurs.
Allez-y, pardon, allez-y Oui, David. par exemple, un exemple, on citait tout à l'heure la présence de l'URSSAF dans la French Tech. Et Oui. puis la Banque de France est aussi présente via les correspondants start-up et qu'on peut joindre très facilement avec l'adresse startup@banque-france.fr. Et effectivement, c'est vraiment un écosystème et c'est ensemble qu'on trouve des solutions pour le dirigeant. Cette notion d'écosystème, on voit vous travailler de plus en plus ensemble et on le disait tout à l'heure, voilà, vous n'êtes pas seul, bien entendu. Et on voit j'en reviens sur ce que disait tout à l'heure Thierry au nom de Clésia, les besoins, voilà, qui ont changé de nature pendant cette crise. Est-ce qu'on peut dire que durant cette crise, on a osé, justement, on a fait preuve d'agilité pour s'adapter. Vous avez fait preuve d'agilité également pour répondre aux questions, aux demandes donc des créateurs, repreneurs ou même entrepreneurs tout court, hein, qui ont connu des difficultés. C'est une période qui a totalement changé justement cette notion d'accompagnement dont on parle. Alors, Thierry Mercier. oui, alors juste sur ça, concernant Clésia en particulier, il faut savoir que nous, on a aussi une posture affinitaire, c'est-à-dire qu'historiquement, on travaille avec les partenaires sociaux lorsqu'il s'agit d'être recommandé auprès de certaines professions. J'ai parlé du transport tout à l'heure, c'est également les pharmaciens, ça fait 60 ans qu'on les suit, mais également le HCR, Hôtel Café Restaurant. Et Dieu sait qu'ils ont été plutôt impactés par la crise. Là, il a fallu être hyper réactif dès le premier confinement. Et donc mettre en place, avec l'accord des partenaires sociaux, la suspension des cotisations d'assurance, parce que justement, en termes de trésorerie, ça ne suivait pas du tout, l'activité était complètement à l'arrêt. Donc là, il a fallu être très réactif et taper directement sur ce qui peut faire mal, c'est le portefeuille. Donc on a suspendu, en accord avec les partenaires sociaux de la profession hôtel, café, restaurant, les cotisations. Voilà, et on a apporté également, mais là c'est plus large, et c'est pas forcément que le HCR, tout un accompagnement spécial Covid pour mieux gérer le confinement, mieux gérer le stress quand on est au quotidien en télétravail avec les enfants qui courent partout. Il a fallu en fait adapter toute la protection sociale dans un cadre complètement inédit. Il a fallu adapter toute notre offre de services sans perturber les business plans de nos services et en même temps être hyper réactif. Donc là, tout l'accompagnement de prévention prend une autre envergure et carrément dans la maison, alors que nous, on l'imaginait dans l'entreprise. C'est vrai qu'on voit que cette notion d'accompagnement, maintenant, c'est un accompagnement avec un grand A. On a l'impression que voilà, vous avez appris à sortir du cadre, quelque part, de votre domaine. Vous étiez à Clésia, la Banque de France, les avocats, la protection sociale, l'URSSAF. Chacun a fait preuve d'agilité. David, sur ce terrain, justement, comment est-ce que vous avez accru votre offre ? C'est vraiment avec les partenariats. Je parlais tout à l'heure de 40 conventions. Et puis, alors, on a aussi des offres. Alors, peut-être sans doute, vous ne connaissez pas. On a une offre de diagnostic financier gratuit qui s'appelle Opal. Donc, sur le site Banque de France, dans la partie entreprise. Donc, chaque entreprise peut avoir ce diagnostic financier sur la base de 2 liasses fiscales. Et ce qui est intéressant, c'est que ce diagnostic financier, il est construit avec toutes les données de la Banque de France. Donc, ça veut dire que vos chiffres vont être mis en rapport avec un référentiel. Et donc, l'analyse, elle a un poids, parce que les ratios que vous allez pouvoir voir, voilà. C'est mis en relief avec, effectivement, les entreprises qui font le même métier que vous. Depuis le début de l'année, on organise des webinaires du possible, où avec nos partenaires, chaque mois, on traite des sujets d'actualité en 1 heure, et qui s'adressent à tout le monde, universitaires, dirigeants, nos partenaires. C'est vraiment une offre qu'on veut de plus en plus complète. Étendue, ouais. Et juste un mot par rapport au traitement des difficultés. Alors, il y a 2 choses. Il y a le préventif et le curatif. Mais quand on est dans des difficultés, déjà, admettre qu'il y a des difficultés, c'est déjà la première solution au problème. Et c'est vrai que souvent, nous, les dirigeants qui viennent nous voir, on constate qu'il est un peu trop tard. Il est souvent trop tard. Et donc, il faut vraiment ne pas hésiter à solliciter tous les réseaux d'accompagnement qu'on vient de citer. Allez, 2 mots encore de Marion et d'Adrien, justement, sur le fait que cette crise a suscité peut-être de nouveaux besoins et un accompagnement encore plus important, quelque part. Vous aussi, vous êtes un petit peu sorti de votre cadre habituel, cadre ancien, quelque part, pour en faire beaucoup plus pour ceux et celles qui nous regardent. Marion et ensuite Adrien, et on terminera. Oui, tout de suite, la profession s'est mobilisée pour essayer, par exemple, de cartographier et de rendre extrêmement lisibles toutes les mesures d'accompagnement, ceux de manière gratuite. Il y a eu des fiches qui ont été mises en ligne sur le site du Conseil national des barreaux pour permettre, dans cet élan de solidarité aussi, à chaque entrepreneur de savoir à quoi il avait droit, comment mettre en œuvre et faire valoir ses droits. Parce que dans la crise qu'on a connue, et comme dans des situations un peu d'urgence,
ça peut être le cas fréquemment. C'était pas toujours lisible, la norme a changé beaucoup, vite, souvent, donc c'était compliqué de se dépatouiller en fait dans ces millefeuilles d'aide. Donc on a essayé d'être présent vraiment au soutien des entreprises. Allez, la conclusion, Adrien Gauthier. Oui, de la même manière, on s'est réinventé. Alors, en plus, dans un contexte compliqué, puisque comme toutes les entreprises, on a mis en place rapidement un télétravail, donc travailler à distance, pas évident. Et on a essayé de faire en sorte de proposer un accompagnement à distance. Je le disais tout à l'heure, des webconférences, des salons également à distance, des rendez-vous en visio également pour les personnes qui avaient des projets, et d'accompagner bien sûr avec la mise en place des mesures exceptionnelles, de faire en sorte que les gens qui avaient des projets puissent continuer à les avoir malgré la période. Voilà, Adrien Gauthier de l'URSSAF, Marion Coufignal du Conseil national des barreaux, David Fouet, la Banque de France et Thierry Mercier-Clésia. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Tonnerre d'applaudissements, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci pour eux. Et voilà, profitez de leurs conseils justement et ne restez jamais seul. Vous ne pouvez pas rester seul, c'est impossible, bien entendu. Merci d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance. Merci d'être venus ici dans ce salon infini. D'autres conférences à suivre, évidemment, dans le cadre de BIG, organisé par BPI France. Jusqu'à ce soir, bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt.